Or il arrivait que, persuadé que l'une ou l'autre au moins allait revenir à moi, aucune des deux pendant quelque temps ne le faisait. Mon angoisse était donc double, et double mon amour, me réservant de cesser d'aimer celle qui reviendrait, mais souffrant jusque-là par toutes les deux. C'est le lot d'un certain âge, qui peut venir très tôt, qu'on est rendu moins amoureux par un être que par un abandon, où de cet être on finit par ne plus savoir qu'une chose, sa figure étant obscurcie, son âme inexistante, votre préférence toute récente et inexpliquée, c'est qu'on aurait besoin, pour ne plus souffrir, qu'elle vous fit dire « Me recevriez-vous » Ma séparation d'avec Albertine, le jour où Françoise m'avait dit « Mademoiselle Albertine est partie », était comme une allégorie bien affaiblie de tant d'autres séparations. Car bien souvent, pour que nous découvrions que nous sommes amoureux, peut-être même pour que nous le devenions, il faut qu'arrive le jour de la séparation. Dans ces cas où c'est une attente vaine, mot de refus qui fixe un choix, l'imagination, fouettée par la souffrance, va si vite dans son travail, fabrique avec une rapidité si folle un amour à peine commencé et qui restait informe, destiné à rester à l'état d'ébauche depuis des mois, que par instant l'intelligence, qui n'a pu rattraper le cœur, s'étonne, s'écrie « Mais tu es fou! Dans quelle pensée nouvelle vis-tu si douloureusement? Tout cela n'est pas la vie réelle. » Et en effet, à ce moment-là, si on n'était pas relancé par l'infidèle, de bonnes distractions qui vous calmeraient physiquement le cœur suffiraient pour faire avorter l'amour. En tout cas, si cette vie avec Albertine n'était pas, dans son essence, nécessaire, elle m'était devenue indispensable. J'avais tremblé quand j'avais aimé Madame de Guermantes, parce que je me disais qu'avec ses trop grands moyens de séduction, non seulement de beauté, mais de situation, de richesse, elle serait trop libre d'être à trop de gens, que j'aurais trop peu de prise sur elle. Albertine étant pauvre, obscure, devait être désireuse de m'épouser. Et pourtant, je n'avais pas pu la posséder pour moi seul. Que ce soit les conditions sociales, les prévisions de la sagesse, en vérité, on n'a pas de prise sur la vie de notre être. Pourquoi ne m'avait-elle pas dit « j'ai ses goûts » J'aurais cédé, je lui aurais permis de les satisfaire. Dans un roman que j'avais lu, il y avait une femme qu'aucune objurgation de l'homme qui l'aimait ne pouvait décider à parler. En le lisant, j'avais trouvé cette situation absurde. J'aurais, moi, me disais-je, forcé la femme à parler d'abord. Ensuite, nous nous serions entendus. À quoi bon ces malheurs inutiles? Mais je voyais maintenant que nous ne sommes pas libres de ne pas nous les forger et que nous avons beau connaître notre volonté, les autres êtres ne lui obéissent pas. Et pourtant, ces douloureuses, ces inéluctables vérités qui nous dominaient et pour lesquelles nous étions aveugles, vérité de nos sentiments, vérité de notre destin, combien de fois, sans le savoir, sans le vouloir, nous les avions dites en des paroles crues sans doute mensongères par nous, mais auxquelles l'événement avait donné après coup leur valeur prophétique. Je me rappelais bien des mots que l'un et l'autre nous avions prononcés sans savoir alors la vérité qu'ils contenaient, même que nous avions dit en croyant nous jouer la comédie, et dont la fausseté était bien mince, bien peu intéressante, toute confinée dans notre pitoyable insincérité auprès de ce qu'ils contenaient, à notre insu. Mensonge, erreur en deçà de la réalité profonde que nous n'apercevions pas, vérité au-delà, vérité de nos caractères dont les lois essentielles nous échappaient et demandent le temps pour se révéler, vérité de nos destins aussi. J'avais cru mentir quand je lui avais dit à Balbec « Plus je vous verrai, plus je vous aimerai ». Et pourtant, c'était cette intimité de tous les instants qui, par le moyen de la jalousie, m'avait tant attaché à elle. Je sens que je pourrais être utile à votre esprit. À Paris, tâchez d'être prudente, pensez, s'il vous arrivait un accident, je ne m'en consolerai pas. Et elle, mais il peut m'arriver un accident. À Paris, le soir où j'avais fait semblant de vouloir la quitter, laissez-moi vous regarder encore, puisque bientôt je ne vous verrai plus, et que ce sera pour jamais. Et elle, quand ce même soir elle avait regardé autour d'elle, dire que je ne verrai plus cette chambre, ces livres, ce piano-là, toute cette maison. Je ne peux pas le croire, et pourtant c'est vrai. Dans ses dernières lettres, enfin, quand elle avait écrit, probablement en se disant « je fais du chiquet », « Je vous laisse le meilleur de moi-même », et n'était-ce pas un effet maintenant à la fidélité, aux forces fragiles, hélas aussi, de ma mémoire, qu'était confiée son intelligence, sa bonté, sa beauté, et cet instant, 2 fois crépusculaire, puisque le jour tombait et que nous allions nous quitter, ne s'effacera de mon esprit que quand il sera envahi par la nuit complète. Cette phrase écrite la veille du jour où, en effet, son esprit avait été envahi par la nuit complète.
et où, dans ces dernières lueurs si rapides, mais que l'anxiété du moment divise jusqu'à l'infini, elle avait peut-être bien revu notre dernière promenade, et dans cet instant où tout nous abandonne, et où on se crée une foi, comme les athées deviennent chrétiens sur le champ de bataille, elle avait peut-être appelé au secours l'ami, si souvent maudit, mais si respecté par elle, qui lui-même, car toutes les religions se ressemblent, avait la cruauté de souhaiter qu'elle eût eu aussi le temps de se reconnaître, de lui donner sa dernière pensée, de se confesser enfin à lui, de mourir en lui. Mais à quoi bon, puisque si même alors elle avait eu le temps de se reconnaître, nous n'avions compris l'un et l'autre où était notre bonheur, ce que nous aurions dû faire, que quand, que parce que ce bonheur n'était plus possible, que cela nous ne pouvions plus le faire, soit que, tant que les choses sont possibles, on les diffère, soit qu'elles ne puissent prendre cette puissance d'attrait et cette apparente aisance de réalisation, que quand, projetées dans le vide idéal de l'imagination, elles sont soustraites à la submersion alourdissante, enlaidissante du milieu vital. L'idée qu'on mourra est plus cruelle que mourir, mais moins que l'idée qu'un autre est mort, que redevenu plane après avoir englouti un être, s'étend, sans même un remous à cette place-là, une réalité d'où cet être est exclu, où n'existe plus aucun vouloir, aucune connaissance, et de laquelle il est aussi difficile de remonter à l'idée que cet être a vécu, qu'il est difficile, du souvenir encore tout récent de sa vie, de penser qu'il est assimilable aux images sans consistance, aux souvenirs laissés par les personnages d'un roman qu'on a lu.